comme vous savez, on n'a pas beaucoup de temps, fait qu'on va débuter. Moi, je m'appelle Manon Labine, je suis l'adjointe à la directrice du programme SAPA, madame Annie Fortier. Et puis, je vais animer aujourd'hui en l'absence de madame Carole Saint-Denis. Puis également, habituellement, c'est Cynthia, Brunet qui remplace Carole, mais elle ne peut pas la remplacer aujourd'hui. Alors, ça va être moi aujourd'hui. Fait que, je vais vous présenter notre présentatrice aujourd'hui, qui est madame Nadeau, qui va nous présenter le programme, Lumivie, qui est un accompagnement, du deuil. Alors, je vais laisser madame, Nadeau débuter, puis on va prendre les questions à la fin. Alors, si vous écrivez des questions, moi, je vais les prendre en note et puis ça va aider à la pose de questions à la fin. Fait que je vous remercie beaucoup de votre écoute. Bonjour tout le monde. Comme Manon le disait, je suis Hélène Nadeau, je suis la directrice générale de Lumivie. Lumivie, on peut changer de diapo, Sophie? Non, oui. Lumivie a été fondée en 1990 par des citoyens lavallois. Ils étaient 3. Et à ce moment-là, l'objectif était d'accompagner les personnes en fin de vie, particulièrement celles atteintes du cancer. Alors là, il faut faire un petit retour en arrière parce qu'en 1990, les notions de fin de vie, de soins palliatifs, d'aide médicale à mourir étaient très, très, très différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Avec le temps, les différents organismes impliqués dans la fin de vie ont développé des équipes de bénévoles sur leur lieu et pendant ce temps-là, Lumivie s'est doucement réorienté vers le deuil. Alors, notre principale mission, c'est de soutenir et d'accompagner les personnes en deuil ainsi que celles en fin de vie. Excusez-moi. À la base, Lumivie était un organisme, je dirais, d'inspiration catholique. On voit d'ailleurs qu'il y avait une religieuse parmi les fondateurs. Aujourd'hui, Lumivie n'a plus du tout d'inspiration religieuse. Au contraire, on est ouvert à tous. Depuis 1996, c'est un organisme qui est reconnu d'abord par la régie régionale, ensuite, en 2005, s'est rajouté le mandat de deuil et tout récemment, on a rajouté, on a mis beaucoup d'emphase sur les proches aidants d'une personne dont la maladie est à un stade avancé. Prochaine diapo. Maintenant, comme je vous disais, Lumivie, c'est un organisme laïque, ouvert à toutes les religions, toutes les spiritualités. Nous, on n'en a pas, mais on reconnaît que les gens qui viennent chez nous en ont et on les accompagne dans leurs croyances, dans leur démarche. Prochaine diapo. Alors, notre objectif principal, c'est d'accompagner et de soutenir les personnes endeuillées, les personnes en fin de vie et les personnes proches aidantes d'une personne dont la maladie est à une phase avancée. Mais on offre aussi des ateliers de soutien et de formation aux entreprises et aux organismes dont les employés vivent une perte humaine, un deuil. Pourquoi le mot perte humaine? Souvent, quand on parle de deuil, certaines personnes prennent le terme deuil dans le sens large, puis en effet, il y a un sens large au terme deuil. On fait le deuil d'un emploi, on fait le deuil dans le cas d'un divorce, par exemple, on fait le deuil de notre vie de couple. Alors, un deuil, dans son sens très large, c'est une perte signifiante. À Lumivie, on s'intéresse particulièrement au deuil par décès. Par décès d'un être humain, évidemment, et quelquefois même d'un animal, parce que ça aussi, ça peut être un deuil très signifiant. Donc, si on prend l'exemple des ateliers de soutien, ce qui se passe dans les milieux de travail, un des collègues vit un deuil et les employés autour ne sont pas nécessairement à l'aise pour aborder le sujet, ou ne savent pas, ou sont maladroits, peu importe. Alors, nous, on va faire un atelier pour favoriser, je dirais, le soutien par la communauté dans ces situations-là.
On offre des ateliers sur le deuil. Vous le savez, je ne vous apprends rien, le deuil et la mort, c'est des sujets relativement tabous dont on parle très peu. Nous, on a aussi comme mission d'ouvrir le dialogue sur ces sujets-là de manière respectueuse, de manière, comment dire ça, en écoutant les craintes et les espoirs, dans certains cas, de chacun. Je vous donne un exemple. Je suis allée faire un atelier dans une résidence de personnes âgées dernièrement, et il y avait un groupe, c'était peut-être une trentaine de personnes, et alors je fais l'atelier sur le deuil, et à la fin, bon, après les questions et tout ça, alors que moi, je considérais quasiment que l'atelier était terminé, il y a une dame qui s'est levée et qui m'a dit « Est-ce que vous faites des ateliers sur la mort? » Ah, ben, j'ai dit, pouvez-vous me préciser un peu, c'est quoi votre besoin? Et elle m'a dit, moi, puis là, elle s'est tournée, puis elle a pointé toutes les co-résidentes. Elle dit, moi et toutes les personnes ici, on sait que la mort approche. Et pourtant, il n'y a aucun lieu pour en parler. J'ai essayé d'ouvrir la conversation avec mes enfants, ils ne veulent pas en parler. Alors ça, cet élément-là, ça fait qu'on laisse la personne âgée seule avec ses questions, ses préoccupations. Alors, je peux vous dire que oui, on va faire des ateliers sur la mort. Oui, on va permettre aux gens de partager leurs craintes, puis s'ils ont des convictions religieuses, leurs espoirs aussi, parce qu'à l'UMIVI, on croit profondément que parler, c'est beaucoup mieux que de garder pour soi. Et quand on y pense, je pense que je pourrais presque appeler ça de l'isolement cognitif d'une certaine manière, parce que des gens sont aux prises avec une grande préoccupation, et là je parle des personnes âgées, mais ne trouvent pas de lieu pour dialoguer autour de cette éventualité-là. En résumé, on veut contribuer à briser les tabous sur le deuil et la mort en favorisant le dialogue et l'expression de chacun, dans le respect, évidemment. Ah, nos clientèles ciblées, bien écoutez, je vais vous résumer ça, c'est tout le monde. Parce que tout le monde, éventuellement, est confronté à ces questions. Le deuil fait partie de la vie et il n'y a pas personne qui y échappe. Alors, les aînés, les adultes, les adolescents et les enfants aussi. À l'UMIVI, on reçoit les enfants, je vous dirais à peu près à partir de 4-5 ans, quand ils sont à mesure d'exprimer une idée. L'approche n'est évidemment pas la même, hein? C'est beaucoup moins par le dialogue, beaucoup plus par le dessin, par les marionnettes, par le jeu, beaucoup. Et souvent, les enfants nous sont amenés par... les enfants nous sont amenés par leurs parents, hein, c'est comme une évidence, mais souvent, le parent va nous contacter en disant « Je ne sais pas comment aborder cette question-là avec mon enfant ». Alors, il y a aussi un travail avec le parent qui est fait pour l'outiller de manière à ce qu'il puisse recevoir les préoccupations de son enfant. Je vous parlais des organismes et des entreprises. Il y a aussi des groupes scolaires, il y a des groupes corporatifs, associatifs. En fait, n'importe quel groupe qui a envie de parler de ces questions et qui a besoin d'ouvrir un dialogue respectueux dans un lieu sécuritaire. Alors, on s'intéresse aux endeuillés, on s'intéresse beaucoup au deuil périnatal. On débute sous peu, en collaboration avec le CIS de Laval, on débute un projet spécifiquement pour le deuil périnatal. En fait, on reprend un peu ce qui était le travail de la clinique de deuil périnatal. Maintenant, comment dire ça, le suivi sera fait à l'UMIVI. Notre équipe est en formation actuellement pour vraiment aborder les spécificités du deuil périnatal. Souvent, le deuil périnatal, ben, c'est un projet de vie aussi qui vient de mourir. Hein? On s'était projeté dans l'avenir avec cet enfant-là. Alors, il y a toute cette question de projet qui est très important. On a des préoccupations et des demandes pour le deuil blanc.
Le deuil blanc, c'est le deuil d'une personne qui est encore vivante. Pourquoi faire le deuil d'une personne vivante? Parce que mentalement, cognitivement, elle n'est plus là. Ce n'est plus la même personne. La maladie d'Alzheimer en est le meilleur exemple. La personne est vivante physiquement, mais le lien que vous aviez avec cette personne-là n'existe plus. Il faut rebâtir, évidemment, un nouveau lien, des nouveaux modes de communication. Mais quand la maman, le papa, peu importe, ne vous reconnaît plus, il y a un deuil à faire, sans aucun doute. On reçoit aussi, on accompagne aussi des personnes en fin de vie, particulièrement des personnes qui sont, je vais dire, un petit peu hors système, à la maison, par exemple. On n'en fait plus beaucoup parce que maintenant, à peu près, tous les organismes sont bien outillés, mais si quelqu'un nous le demande, on va le faire. Et les personnes proches aidantes d'une personne dont la maladie est à une phase avancée. Ça, c'est un projet, on a un projet spécifique pour ces personnes-là avec le CIS qui est débuté depuis le mois de novembre, c'est qu'on reçoit la personne proche aidante avant le décès de la personne dont la maladie est à une phase avancée. On les reçoit avant de manière à les outiller pour accompagner la personne en fin de vie, de manière aussi à les rassurer et à leur permettre de vivre ce moment difficile le plus harmonieusement possible. Je vais vous donner un exemple d'une des questions qui nous est souvent posée, c'est il y a des choses que je ne suis pas certain si je dois dire à la personne en fin de vie. Puis là, on ne parle pas nécessairement de grands secrets de famille, on ne parle pas nécessairement de grands drames, mais des fois, ce sont des petites choses. Puis le simple fait d'en discuter avec un intervenant, ça permet au proche aidant de clarifier sa pensée, puis de voir est-ce que c'est à moi que je veux faire du bien ou si c'est à la personne qui est en fin de vie. Puis ensuite, la personne proche aidante, on la revoit après parce que là, elle est une endeuillée comme les autres, mais notre objectif, c'est vraiment que le décès, que la fin de vie soit le plus serein possible pour les deux parties. Prochaine diapositive. Alors, qu'est-ce qu'on offre? Je vous ai dit qu'on offrait à tout le monde, mais qu'est-ce qu'on offre à tout le monde? Bien, on offre des rencontres individuelles, du 1 à 1, une rencontre d'une heure, un soutien psychosocial. Ce sont des intervenants qui sont spécialisés dans le deuil. Il y a différents profils de formation, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, thérapeutes en relation d'aide. On fait des groupes de partage aussi. Un groupe de partage, c'est un groupe fermé. C'est 8 personnes qui se rencontrent pendant 11 semaines à raison de 3 heures par semaine. Et ces 8 personnes-là vont partager leur vécu du deuil. Un groupe de partage, c'est un lieu, évidemment, de partage, mais c'est aussi un lieu de socialisation important. Il est fréquent que les gens qui viennent dans un groupe de partage s'ouvrent plus facilement aux autres endeuillés qui vont le faire avec leurs proches. Tout simplement parce qu'ils sont avec des gens qui ont un ressenti de leur expérience. Ça devient aussi souvent un lieu de socialisation. Il n'est pas rare du tout de voir les participants au groupe de partage aller prendre un café après, se faire des soupers, demeurer en contact. À un moment donné, il y a un groupe qui était venu me voir à la fin de la 11e rencontre puis qui m'avait dit « Nous, on veut continuer. On voudrait un groupe de partage 201. » Puis là, je leur ai dit « Écoutez, il faut qu'on fasse des choix. Nous, on ne peut pas vraiment vous garder. » Mais j'ai dit « Vous n'avez pas de cuisine, vous autres? » J'ai dit « C'est tout ce que vous avez besoin. Vous vous connaissez. Vous avez établi entre vous un climat de respect et d'échange. Faites le tour de vos cuisines. Vous pouvez garder la même après-midi dans la semaine si vous voulez, mais vous avez cette capacité de continuer. » Et ça va beaucoup dans le sens de ce qu'on dit souvent aux gens. Il faut trouver des gens avec qui on peut parler d'un deuil, que ce soit dans un groupe de partage formel, que ce soit dans nos relations proches,
Mais parler de ce que l'on vit, c'est fondamental. Et on offre des ateliers de soutien, comme je vous disais. Nos services sont offerts en français et en anglais. Je dois cependant nuancer et dire on a assez peu de participants anglophones, ce qui fait qu'au moment où on se parle, on ne réussit pas à ouvrir des groupes en anglais. Mais les rencontres individuelles peuvent se dérouler en anglais. On dessert principalement Laval. Les Lavallois peuvent avoir des rencontres individuelles gratuitement avec les intervenants chez nous. On dessert aussi les gens de l'extérieur, mais là, il y a des frais qui s'appliquent. Pourquoi un accompagnement du deuil? On m'a déjà dit, c'est un processus normal dans la vie. Pourquoi on a besoin d'être accompagné? Premièrement, parce que cela nous place dans une situation de souffrance et de grande vulnérabilité. Notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que cette traversée-là soit positive dans le sens qu'elle fasse renaître la vie qui est en dessous. Je fais souvent, si on était, peut-être que vous allez me voir en Zoom, mais moi, je dis souvent, vous savez ce qu'il y a en dessous d'un deuil? En dessous d'un deuil, il y a la vie, là. Puis ce qu'il faut, c'est que la vie gagne. Ce qu'il faut, c'est que la vie éclate. Alors, c'est ce qu'on cherche à faire. Ce qu'on cherche aussi, c'est à offrir un lieu de parole. Certaines personnes n'ont pas dans leur réseau personnel un lieu de parole respectueux. On cherche à normaliser le processus du deuil. Si vous saviez le nombre de fois que des gens commencent en disant « Moi, je ne suis pas normal parce que… » Il y a tellement d'impact physique, physiologique, spirituel, comportemental que les gens ne connaissent pas, ce qui fait qu'ils en viennent à penser qu'ils ne sont pas normaux dans cet élément-là. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec eux, c'est oui, c'est normal. Un deuil a des impacts sur à peu près tous les aspects de notre vie. On travaille aussi sur ce qu'on appelle la récolte, l'héritage. On sait ce qu'on a perdu dans le cas d'un deuil, mais il faut aussi prendre conscience de ce que la personne décédée nous a apporté. Elle nous a fait différentes, elle nous a nourris, elle nous a permis des choses. Et ça, c'est important de bien le voir, de le reconnaître. Puis là, on n'est pas en train d'idéaliser la personne, on est plutôt en train de dire, on a vécu quelque chose ensemble, on a vécu une relation qui est terminée. Cette relation-là m'a nourri et reconnaître cet élément-là. Alors, pour nous, l'accompagnement, c'est un lieu d'expression. Je le répéterai jamais assez. Il faut exprimer sa peine, sa douleur. Il faut nommer ses émotions. Il faut répéter notre histoire. Je dis souvent dans mes ateliers, si vos proches trouvent que vous répétez encore votre histoire, trouvez d'autres personnes à qui la raconter. Parce que vous avez besoin de la répéter. Ça se peut que vos proches n'aient plus envie de l'entendre. C'est pas grave, il y a d'autres mots. Vraiment, c'est important. Tout ça dans l'optique qu'on souhaite que les gens reprennent une vie satisfaisante. Prochaine diapositive. Je ne vous ferai pas un cours sur le deuil. Là, je suis plutôt là pour vous parler des services, mais je vous dirai quand même qu'il n'y a pas deux deuils pareils. Chacun vit son deuil à sa manière. Il n'y a pas de règle fixe, il n'y a pas de durée fixe. Ça, c'est une des idées qu'on déconstruit souvent. C'est pas vrai qu'après 1 an, tout le monde a fini son deuil. Il y en a que ça prend des années, il y en a qui le font plus vite. Et ça, c'est un élément important de permettre à la personne de le vivre dans son unicité à elle. Pourquoi on fait des ateliers? Écoutez, on fait des ateliers sur le deuil pour faire connaître le processus du deuil. Normaliser. Et beaucoup pour outiller les participants qui accompagnent une personne endeuillée. Moi, j'ai une espèce d'image d'une communauté bienveillante. Alors, imaginez un RPA où des personnes âgées sont co-résidents, je dirais, mais ne se connaissent pas nécessairement. Ce qui risque de se passer, c'est qu'elles ne vont pas nécessairement aller vers une personne qui est endeuillée. Les gens me disent souvent, je ne sais pas quoi dire.
mais c'est pas grave, parle pas. Mais tu peux offrir une tablette de chocolat, tu peux faire un câlin, ça dépend de ta relation. Manifeste. Ce qui est important, c'est que les gens reçoivent ta manifestation de « oui, je le sais que tu es en deuil, oui, je le sais que c'est difficile ». Pourquoi des ateliers sur la fin de vie? Bien, je vais vous dire tout simplement parce que les aînés, pas tous, parce qu'il y a des aînés qui veulent en parler et qui ne trouvent pas le lieu pour en parler. Évidemment, pour exprimer des peurs, pour aider à l'ouverture du dialogue avec les proches et pour reconnaître les préoccupations omniprésentes de ces personnes-là. Prochaine diapositive. Qu'est-ce que ça donne à l'usager ou à l'organisation? Il est écouté, il est reçu, il est validé, il a exprimé ses émotions, il connaît les phases, donc une forme de normalisation. Il n'y a pas de jugement et surtout, c'est en toute confidentialité, évidemment. Il a entendu d'autres personnes, surtout dans les groupes, et ça, c'est important parce que entre endeuillés, ils apprennent beaucoup et ils s'écoutent beaucoup. Et ils ont développé la capacité d'ouvrir le dialogue. Suivant. Je vous signale rapidement, actuellement à Lumivie, on a 3 grandes préoccupations sociales en plus du deuil, en plus de la mort. Il y a la question du deuil pandémique. La pandémie a beau être derrière nous, il demeure que les gens ont vécu des deuils particuliers du fait de la pandémie. Il y a aussi la simplification des rituels. Ça brouille. Le rituel est là pour marquer le deuil. Et là, socialement, il y a une tendance à la simplification et ça vient un peu embrouiller, je dirais, le portrait. Prochaine diapositive. L'aide médicale à mourir, et non le moindre. Vous savez qu'au Québec, on est champion de l'aide médicale à mourir. C'est au Québec que se trouve le plus grand pourcentage de décès par aide médicale à mourir. La loi se préoccupe beaucoup de la personne en fin de vie. Nous, on se préoccupe des proches de cette personne-là. Parce que les proches ne sont pas toujours d'accord avec le choix, même s'ils le respectent. Parce que les proches peuvent trouver ça particulièrement difficile de connaître la date et l'heure. Alors, tout autour de ça, il y a une réalité qui est différente d'un deuil classique, si je peux dire. Prochaine diapo. Et finalement, il y a toute la question des proches aidants. Les proches aidants s'impliquent émotivement, physiquement, financièrement, et du jour au lendemain, leur vie est complètement chamboulée. Quelqu'un qui s'occupait d'un malade pratiquement à temps plein risque de se lever un matin puis de se demander pourquoi il se lève. Alors, c'est tout ce travail. Des fois, on dit souvent reconstruire une vie, mais dans les faits, c'est construire une nouvelle vie dans leur cas. Et c'est une période particulièrement sensible. Prochaine diapositive. Écoutez, qui nous réfère déjà? Vous autres. Tout le milieu de la santé nous réfère des gens, les hôpitaux, les organismes communautaires nous en réfèrent, des organismes religieux nous en réfèrent, des curés, des lieux d'hébergement, des lignes téléphoniques, des anciens utilisateurs, bouche à oreille, site web. C'est très simple. Tout ce que les gens ont à faire pour profiter de nos services, c'est de nous téléphoner. On est probablement un des derniers organismes qui répond au téléphone. Il y a un être humain à l'autre bout. Et c'est vraiment très simple. C'est quelques questions, on ouvre un dossier. Généralement, les gens peuvent avoir leur premier rendez-vous autour de 2 semaines. Il y a un délai d'à peu près 2 semaines. Et dans tous les cas, on doit voir la personne en individuel avant qu'elle puisse aller dans un groupe. On a besoin de savoir qui est cette personne-là. Alors, un simple coup de fil, il faut évidemment que la personne nous téléphone elle-même. C'est un principe de base. On ne peut pas envoyer quelqu'un de force à Lumivie. Il faut que les gens veulent venir.
mais il suffit de nous appeler, que ce soit moi ou que ce soit Lynn, qui est souvent au bout de la ligne, ben, on répond très, très rapidement. Là, je vois que l'horaire n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi. Il a disparu. Ce n'est pas grave. C'est très simple. C'est les heures de bureau. C'est lundi, vendredi. Lundi, vendredi, à peu près 9 à 5. Occasionnellement, il y a quelques exceptions, plutôt rares, je vais vous dire. Mais quand on ne trouve pas d'autres solutions, il y a un peu de flexibilité, mais il n'y en a pas beaucoup. En terminant, ben, je vous dis, si vous avez besoin de dépliants, ce qui se passe souvent, c'est que les gens remettent un dépliant, puis ensuite la personne nous contacte elle-même. Il suffit de nous téléphoner. On va vous envoyer des dépliants, on va aller les porter ou on va s'assurer que vous en avez de manière à ce que vous puissiez les distribuer. Alors voilà. Voici mon horaire finalement. Je voulais aussi vous dire, tout à l'heure, je vous ai parlé des enfants rapidement. On a des intervenants qui sont spécialisés pour les enfants. Ce ne sont pas tous les dépliants. Oh, il y a des choses bizarres. Ce ne sont pas tous les intervenants qui sont à l'aise avec les enfants. Donc, certaines personnes sont vraiment spécialisées. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour répondre aux questions. Merci, un gros merci, Madame Nadeau, là, vraiment intéressant là, comme programme. Là, moi, ça m'interpelle beaucoup, là, ayant travaillé là, plus que 25 ans en soins palliatifs. Là, fait que je comprends là, comment c'est précieux, votre ressource. Là. Fait que je trouve ça vraiment fantastique. Là, c'était vraiment bien fait. Fait qu'on a quelques questions. Il y a Madame Nancy Thérien qui demandait approximativement, c'est quoi le délai de prise en charge lorsque nous référons une personne à votre organisme? C'est à peu près 2 semaines, entre 1 et 2 semaines pour un premier rendez-vous. Il y aura une exception à ça et c'est pour le deuil périnatal parce qu'on a prévu un premier contact beaucoup plus rapidement dans le cas d'un deuil périnatal. En fait, c'est que c'est l'hôpital qui va nous référer directement les personnes et là, on va faire un contact plus rapidement. Mais généralement, après le contact téléphonique, il faut prévoir de 1 à 2 semaines pour un premier rendez-vous. Bien, merci beaucoup. Une autre question qui était de Anne-Marie Vachon qui demandait le délai de 2 mois post-décès avant la prise en charge est-il toujours applicable? Oui, non. En fait, non. Je vais dire non. On ne fonctionne plus sur une base de calendrier. Je vous dirais qu'on fonctionne plus sur une base de besoin. Il y a des gens qui ont besoin plus tôt, il y a des gens qui ont besoin plus tard. Ceux qui arrivent plus tôt, la raison pour laquelle il y a déjà eu un délai assez ferme, c'est évidemment, il faut que la personne soit prête à s'ouvrir. Donc, que la grande souffrance se soit un peu atténuée. Mais il n'y a pas de calendrier à ça. Alors, notre philosophie actuellement, c'est si la personne fait la démarche, on respecte ce besoin qu'elle exprime. Ça se peut que lors des rencontres, ce soit trop vif ou que ce soit trop douloureux. Tout ce qu'on va faire alors, c'est qu'on va espacer pour lui laisser le temps de vivre ce qu'elle a à vivre. Tout en étant là, on ne va pas lui dire revenez dans 2 mois, mais on va lui dire on va se voir dans 2, 3 semaines, vous allez voir. Mais on a abandonné, je dirais, la contrainte de calendrier pour être plus attentif aux besoins des gens. Merci, Madame Nadeau. Également, il y a une question ici. Vous offrez combien de rencontres en individuel et à quelle fréquence? C'est une question de Mélanie Patry. Alors, en moyenne, si je fais une moyenne mathématique, là, je vous dirais que ça tourne autour de 5 rencontres. Dans la réalité, il y a des gens qui viennent une seule rencontre. Et on a des gens que ça va prendre 10, 12, 15 rencontres. Mais il faut bien comprendre que nous, on va agir, travailler le deuil. Ce qui se passe des fois, c'est que ça ouvre la porte à d'autres problématiques de vie.
Et là, on va les référer parce que ce ne sont pas des problématiques de vie qui sont dans notre expertise. Mais la question du nombre de rencontres, c'est l'intervenant qui est maître d'œuvre de ça. Encore hier, il y a une intervenante qui est venue me voir et qui me dit « Ça fait 13 fois que je vois madame, mais en toute franchise, elle a besoin de nous. » Bien, on va le continuer. Puis comme je vous dis, il y a des gens qui viennent juste une fois. Pour le rythme, c'est généralement aux 2 semaines, mais là encore, c'est une moyenne. Il y a des gens qui... Et c'est modulable. Ça aussi, c'est toujours entre l'intervenant et la personne que ça se décide. Et ça change avec le temps. Ce qui se passe souvent, c'est qu'au début, on va les voir aux semaines et tranquillement, le délai va étirer. Puis souvent, les gens vont, à la fin, ils vont venir un mois plus tard, simplement, finalement, pour fermer la question avec nous. Merci beaucoup. Une question de Marie-France Barry. Est-ce qu'un proche aidant qui vit à l'extérieur de Laval et qui est l'aidant d'un résident de Laval, est-ce que le proche doit payer des frais? Ah, ça, c'est le genre de question, hein? Alors, je vais vous donner la réponse officielle. La réponse officielle, c'est oui. La réponse officieuse, c'est non. Parce que dans les faits, ça m'arrive de dire aux gens, donnez-moi donc l'adresse de la personne aidée. Ah, parce que la question des frais, c'est une question territoriale, c'est du financement pour Laval. Mais nous, on considère que si la personne malade est à Laval, ben, tant mieux si elle a quelqu'un qui est proche aidant, même si elle n'est pas à Laval. Merci. En d'autres termes, c'est non. OK. Merci. Il y a Anne-Marie Vachon qui vous dit merci pour votre réponse de tantôt. Catherine Croux qui demande pour les personnes à mobilité réduite, comme par exemple le Parkinson, est-ce possible pour vous de vous rendre à domicile? Actuellement, au moment où on se parle, on ne va pas à domicile. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les rencontres peuvent se faire en Zoom et que les rencontres peuvent même se faire au téléphone, tout simplement. Ça prend l'allure d'une belle conversation. C'est pas aussi évident, c'est pas le premier choix, mais dans certaines situations, c'est la solution. Merci. Il y a Marie-France Barry qui vous dit merci beaucoup pour votre réponse de tantôt. Et puis, la dernière question, c'est de Marie-Claire Saint-Pierre qui demande, est-ce qu'il y a des intervenants sensibilisés à rencontrer la clientèle ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme? Dans le cas du trouble du spectre de l'autisme, je vous dis, on a reçu quelques personnes. En fait, la vraie réponse, c'est ça dépend de la personne et ça dépend de la déficience. Ça se peut qu'après une première rencontre, on ne sente pas qu'il y a de lien possible. A priori, on ne dira pas non au téléphone. Mais si nous, on se rend compte qu'on n'est pas en mesure d'apporter quelque chose à la personne, là, on va le signifier et on va la rediriger. On n'a pas toutes les spécialisations du monde. On fait de notre mieux, mais dans certains cas, ça dépasse tout simplement nos capacités. Merci beaucoup. Il y a Madame Terrien qui dit merci, belle ressource pour nos usagers. Et on a une question de Brigitte Pierre qui demande comment priorisez-vous les urgences pour les besoins immédiats? Ah, l'Umivie n'est pas un organisme d'urgence. Il y a des lignes téléphoniques pour ça. Ce n'est pas dans notre mandat, je dirais, de traiter les urgences. Déjà, en coupant le délai de 2 mois, on a fait un pas dans ce sens-là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on réfère aux lignes téléphoniques ou au 811 ou à tout autre organisme. Par contre, ce qui se passe souvent dans une situation d'urgence liée à un deuil, c'est que l'appel téléphonique initial va permettre à la personne qui a un rendez-vous la semaine prochaine, pas trop loin,
d'être assez sécure, assez nourrie pour pouvoir continuer. Puis je vous disais tout à l'heure en blague qu'on est peut-être le dernier organisme qui répond au téléphone. Et une des raisons pour laquelle on répond au téléphone, c'est qu'on s'est donné comme mandat d'écouter les gens au téléphone aussi, non pas dans l'optique de la ligne d'urgence, mais dans l'optique de vous êtes au bon endroit, leur faire comprendre qu'ils sont au bon endroit, qu'on va leur offrir de l'accompagnement et de les sécuriser dans leur vécu. Ben, je crois que vous répondez très bien à la question. C'est très sécurisant, Madame Nadeau. Puis Marie-Claire Saint-Pierre qui vous remercie pour votre réponse. C'est beau. Et Brigitte aussi qui vient de vous remercier. Alors, écoutez, Madame Nadeau, là, vraiment une belle présentation. Vous êtes vraiment en maîtrise de votre sujet. Là, on aurait pu en parler pendant des heures et des heures. C'est vraiment agréable de vous écouter. Et puis, ben, merci encore d'avoir pris le temps de nous parler de votre bel organisme. Merci beaucoup. Ça me fait Alors, plaisir. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. ben, merci beaucoup. Merci, au revoir tout le monde. À la Au revoir. prochaine. Au revoir. Merci beaucoup.